Salut à tous, bienvenue. Vous savez qu'on aime mettre en lumière ceux qui sont sur les listes électorales pour entrer dans la prochaine Knesset. On a décidé d'aller à la rencontre de Yossi Tayeb pour vous le présenter un peu plus, en savoir un peu plus sur lui, sur son parcours, sur ses motivations. Donc c'est son Alia Story et c'est maintenant. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Yossi Tayeb, bonjour. Bonjour Cassie. Bienvenue. Merci à vous. Voilà, alors vous êtes adjoint au maire de Kiryat Yearim, donc une petite ville, on peut dire un petit village à côté de Mevaseret Zion à Jérusalem. Tout à fait, qui comprend 6375 citoyens très exactement. C'est pas mal. Voilà. Vous êtes directeur francophone de la fondation Wolfson en Israël. Exact. Et vous êtes numéro 15 sur la liste chasse qui va vous allez peut-être rentrer la prochaine Knesset. Voilà, exactement. Il va falloir bosser dur. Très dur. Mais on vous souhaite Batzlacha. Alors, vous connaître un peu mieux, c'est important pour savoir, parce qu'il y a beaucoup de francophones dans toutes les listes, donc on ne vous connaît pas bien. On voudrait savoir comment tout a commencé pour vous, pourquoi vous êtes engagé en politique. Alors, je vais vous dire, c'est très simple. J'ai pris la décision de rentrer en politique pour des raisons locales, là où j'habitais, où il n'y avait pas justement quelqu'un qui était là pour soutenir les séfaradim. Ça n'existait pas. C'est là que le parti chasse m'a proposé de rentrer pour devenir adjoint au maire. J'ai accepté et je suis rentré là-bas donc en novembre dernier. Mais c'est rigolo parce que vous êtes quand même, vous avez grandi en France, on peut le dire, vous avez grandi à Sarcelles, vous avez été à l'école Otsara Torah, d'une famille pas forcément pratiquante, voilà, même pas du tout. Exact. Et donc pour quelqu'un qui a grandi en France, on ne dit pas, il n'y a pas de représentation des Sfaradim, c'est pas quelque chose de très commun, donc je m'interroge pourquoi vous aussi vous parlez comme ça. Ah, justement. On vit justement dans la vie israélienne que l'on côtoie, que l'on a et vice-versa des rapports. Justement, cette chose-là existe. Elle n'est peut-être pas bonne ni à mes yeux, ni à vos yeux non plus, mais c'est un fait qui est là justement, et on a des besoins sectoriels très spécifiques qui justement, quand on a besoin de faire entrer un enfant ou un autre à l'école, surtout autour du monde orthodoxe, ouais. on commence à avoir des problèmes. Et quand on est et séfarade et olé de France, ça fait beaucoup. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision justement de rentrer dans le système pour pouvoir essayer d'écarter justement toutes ces différences entre séfarade et ashkénaze. Ôter ces barrières. Vous allez avoir du travail quand même, parce que c'est très ancré dans la société israélienne. Tout à fait. On a réussi déjà à le faire à Kiryat Yearim. On a pris des décisions à la première rencontre municipale et on a exigé que tout enfant, peu importe qu'il soit olé ou pas olé, américain ou français, séfarade ou ashkénaze, soit accepté dans les établissements. Cette décision a été mise en place. Déjà... Même dans les yeshivot harediyot, on peut rentrer quand on est séfarade, olé. Alors voilà, il y a du changement, il y a encore du travail. Il y a encore du travail sur la planche. Mais c'est un travail à faire. Et justement, parce que je viens d'un monde francophone où justement on n'avait pas ces barrières. On vivait tous ensemble autour de centres communautaires, séfarade, ashkénaze. Religieux, pas religieux. Religieux, non religieux, kippa ou sans kippa, pratiquant ou pas. On a vécu ensemble, on a grandi ensemble, on avait un respect commun, mutuel. Et justement, je pense que c'est ce que la Aliyah francophone a amené en Israël. Alors, pour rentrer dans ce conseil municipal, on est venu vous chercher, voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui a motivé donc cet engagement en politique ? C'est ça, c'est ce désir de faire changer la société ? Tout à fait. C'est ce qui vous a boosté ? Tout à fait. Voilà, je suis obligée de vous poser la question, pour rentrer carrément, ça c'était la politique municipale, mais politique nationale, prochaine Knesset, donc là ça devient sérieux. Qui est venu vous chercher ? Alors, j'ai un ami qui fait partie du parti chasse, qui s'appelle Michael Malkieli, qui est député. On se connaît très bien depuis de longues années. Et il m'a dit, 2 heures avant que le parti chasse dépose sa liste à la Knesset, il m'a appelé, il m'a dit, voilà, Yossi, j'ai une proposition à te faire.
Au début, je pensais que c'était une plaisanterie. Je lui ai dit non, mais donc on a rigolé un peu. Parce que c'était pas du tout dans vos plans de concourir pour la prochaine Knesset. Non, c'était pas mon objectif. Mais ça fait 10 ans, plus de 10 ans que je travaille pour l'Aliyah de France sur plusieurs projets. On va en parler. Et c'est la raison pour laquelle, par la suite, quand j'ai vu que les choses étaient sérieuses et qu'on me proposait vraiment de rentrer sur la liste électorale, j'ai dit, bon, en fin de compte, pourquoi pas ? Si on arrive à faire quelques petits changements par l'intermédiaire de fondations, d'associations, de philanthropes, je pense qu'aujourd'hui, l'État, le gouvernement, a l'obligation de venir justement au soutien de ces Olim. Il sait le faire quand il veut le faire. Il l'a fait sur l'Aliyah des Russes. Il l'a fait en partie pour les Éthiopiens. Et malheureusement, pour l'Aliyah francophone, il l'en fait, mais pas assez. Peut-être qu'on n'est pas assez nombreux non plus. Il faut vous tromper peut-être, parce que si on prend les chiffres... Je prêche l'avocate du diable, il faut bien le dire. Parce que quand on parle d'une Aliyah des années depuis 78 jusqu'à aujourd'hui, on arrive à un chiffre de plus de 150 000 Français ici en Israël. Je ne suis pas sûr qu'il y ait autant d'Éthiopiens ici. Alors le problème, en fait, je pense, commence surtout au niveau du ministère de l'Intégration. Ils n'arrivent pas à concevoir quel problème peut avoir un Olé de France. Un monde qui est inconnu pour eux, c'est voilà, ça ? C'est un monde qui est inconnu et ils pensent aujourd'hui que le Olé de France arrive, il achète des maisons, il a des biens, il est aisé, il peut se permettre... Des stéréotypes qui n'ont plus cours. Voilà, il peut se permettre à payer pour ses enfants des soutiens scolaires, etc. Et il se trompe sur ce point-là. L'Aliyah de France est très, très large. On a un public d'un niveau socio-économie bas, moyen, riche, très riche, mais la majorité se trouve dans une moyenne socio-économie moyenne, et c'est pas ça. On a besoin justement d'un ministère, de partenariat entre ministère de l'intégration, ministère de l'éducation, pour mettre en place en partie un des problèmes qui est le problème de l'éducation. Alors, on est venu vous chercher, vous avez rapidement accepté, il n'y avait pas tellement le temps. 14 minutes exactement. Voilà, vous avez donc parlé avec Aryeh Deri, j'imagine. Tout à fait. Qui, lui, vous a convaincu. Il m'a appelé, il m'a dit, regarde... 14 minutes, vous étiez déjà conquis. Entre le premier appel de Michael Malkieli et le deuxième appel de Aryeh Deri, il y a eu 5 ou 6 minutes. Et quand Aryeh Deri m'a appelé, il m'a dit, voilà, il nous reste 10 minutes pour pouvoir déposer la liste électorale, je te demande de rentrer. J'y ai pas beaucoup réfléchi, j'ai dit je me lance, je suis déjà dans le truc pour les Olim. Bien que vous sachiez que la position 15e sur la liste, bon, apparemment il va falloir vraiment avoir beaucoup de chance pour entrer, ça paraît très improbable, mais malgré tout vous avez quand même accepté. Alors j'ai accepté tout d'abord parce que le parti Chasse a déjà fait son dévouement en face du monde francophone, des Olim de France, a placé plus de 4 députés municipaux justement pour répondre à ces besoins de l'Aliyah française. Il faut comprendre aussi que les sondages et le parti Chasse ne sont pas très amis. C'est-à-dire qu'on a vu sur tout le long de l'histoire que le parti Chasse a toujours reçu entre 1, 2, voire 3 mandats de plus que ce que leur donnaient les sondages. Ce qui était prévu dans les sondages. On se trouve aujourd'hui au niveau des sondages à 7 mandats. On pourrait arriver à 10. En rajoutant sur ceci la loi norvégienne, on peut y arriver. Bon, alors, je suis obligée de vous poser la question parce que justement, vous venez de France, d'un monde avec un judaïsme très ouvert. Vous avez connu la Yeshiva de Mir, donc le côté très orthodoxe du judaïsme. Vous avez fait l'armée, vous avez été Givati pendant combien de temps l'armée ? J'ai fini tout mon service militaire à 3 Givati, ans. Voilà. Donc là, vous étiez déjà Haredi ou pas encore ? Oui. Vous étiez déjà Haredi. On était déjà une famille religieuse. J'avais pris ma décision, j'avais 18 ans, j'y ai pas beaucoup réfléchi et j'ai décidé de rentrer, de faire mon service militaire. Donc ce qui fait que, en gros, vous avez connu 3 mondes complètement différents. Donc c'est vrai que Chasse, c'est en général un monde plutôt fermé. Pourquoi ne pas avoir été au Beit HaYehudi ou dans un autre parti ? Alors, la réponse est simple. Le 14 mai 1948, dans la Megillat HaAtzmaut, a été noté Medina Yehudit. Démocratique, ça n'a pas été écrit, ça a été écrit par la suite.
à la Knesset en 1992, puis par la suite en 1995. Je pense que l'essentiel d'abord de notre montée en Israël, c'est justement de garder nos valeurs culturelles. Je pense que le Parti Chasse le fait d'une manière extraordinaire, mais tout en parallèle à ça, justement, c'est le côté social du Parti Chasse. Mais ce côté social, c'est vrai, qui était très présent à la création du parti, est toujours aussi important. Il est aussi important, je dirais même peut-être plus. Le Parti Chasse est un des seuls partis qui a pris de l'argent de coalition pour pouvoir justement le donner au ministère du Transport pour faire baisser les prix du trafic public. On a fait baisser les prix de 7%. Chasse s'est battu par l'intermédiaire du député Michael Malkieli en face des handicapés. On est là justement pour augmenter. Il y a une réforme qui devait se mettre en place et malheureusement la Knesset s'est dispersée, mais une réforme au niveau de la maladie des malades du polio. Et Michael Malkieli justement est un des seuls qui s'est battu, a réussi à avoir l'accord d'autres députés d'autres partis pour faire passer cette loi. Ok, alors vous avez connu ces trois mondes. Qu'est-ce que vous gardez justement du fait d'avoir été un peu partout? Est-ce que vous vous sentez un peu différent des autres membres du Parti Chasse? Est-ce que vous vous sentez justement à même de pouvoir avoir une mission un peu plus large de par ce parcours? Alors je vais vous dire, je pense que les députés du Parti Chasse, d'une manière générale, ont dans leur majorité tous passé un parcours qui ressemble au mien. Une partie ont été des Olim, d'autres parties ont fait Teshuvah, d'autres parties eux-mêmes ont vécu dans un monde de Yeshiva. Je pense que le Parti Chasse aujourd'hui, justement, a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui et par cet intermédiaire, arrive justement à avoir une force électorale. Et on le voit sur le terrain, c'est-à-dire que Chasse, les personnes qui veulent Chasse, c'est pas automatiquement des gens avec une kippa noire ou avec une kippa srouga ou sans kippa. On a justement une force électorale qui est très large et aujourd'hui, on rajoute sur ça donc les Olim de France et d'autres Olim aussi pour justement montrer que cette force générale puisse réunir notre nation, le peuple d'Israël, autour justement de ces valeurs culturelles qui nous ont chères, mais en parallèle aussi faire ce qu'on a besoin de faire en face des municipalités et du gouvernement. Alors, lorsque vous avez terminé vos 3 ans de service militaire au sein de Tzahal, vous avez intégré la fondation Wolfson. Je me suis marié d'abord. Oui, et ensuite et ensuite, je suis entré dans une école rabbinique du grand rabbin d'Israël, le Rav Mordechai Eliyahu, où j'ai fait mes études rabbiniques et j'ai reçu, à la fin de mes études en 2006, le diplôme de rabbin qui m'a été remis en Masproc par le grand rabbin d'Israël. Donc c'est juste après que vous avez intégré... Juste après, voilà, je me suis marié et par la suite je suis entré dans l'école rabbinique. Ok, dans la fondation Wolfson, vous voulez dire? Non. J'ai fait une école rabbinique. Voilà, okay, j'ai fait une école rabbinique. Je pars en 2006 pour Toulouse où j'exerce. J'étais professeur. En Shlichut. Ok. En partie aussi avec la Sornout Yehudit. Je rentre à l'école Otzara Torah, j'étais rabbin d'une synagogue pendant les Shabbats, et en 2008, je prends la décision de revenir pour Israël, et c'est là que je commence à voir que les choses ne sont pas si simples que quand j'ai quitté Israël. Pourquoi ? Tu reviens en fait avec une nouvelle vision des choses, tu commences à connaître énormément de Olim. Quand moi j'ai fait ma Aliyah, j'étais jeune, donc j'avais les problèmes spécifiques d'étudiants, mais j'ai pas connu les problèmes d'une famille qui vient et qui quitte avec ses enfants, qui doit intégrer ses enfants dans des écoles. J'ai mes propres enfants qui étaient déjà en CP, CE1 et qui n'avaient pas justement la langue et le niveau de Kodesh, etc. pour entrer dans les écoles. Le fait d'être revenu et de les avoir fait grandir à l'étranger, on va dire, ça vous a mis un peu au même stade que les autres nouveaux immigrants. Voilà, tout à fait. C'est là que je prends la décision de rejoindre ma place au sein du siège de la Fondation Wolfson, qui fait énormément dans le monde, mais qui avait décidé à cette époque aussi de rentrer aider les Olim de France. Et c'est là que je crée un programme qui s'est appelé Yachad, qui a donné donc un répondant sur tout ce qui était soutien scolaire, si on veut appeler ça comme ça. Par la suite, se sont joints à nous la Fondation AMI, le ministère de l'intégration, les municipalités. Ce programme a commencé à prendre ampleur. En 2000... C'est devenu, je crois, un mouvement de jeunesse, carrément. Par la suite, voilà. Ouais. En 2014, il s'est transformé en mouvement de jeunesse.
Alors pourquoi ça s'est transformé? Pourquoi un programme de soutien scolaire se transforme en mouvement de jeunesse? Parce qu'il y avait un problème de socialisation des Olim de France, des jeunes qui ne rentrent pas dans les structures qui sont créées pour les Israéliens de leur âge. Ils ne se reconnaissent pas dans ces structures-là? Tout à fait. Si vous prenez aujourd'hui un Olé de France qui était à Bnei Akiva, à Sarcelles ou à Paris, arrivé en Israël, malheureusement, on ne les trouve pas dans ces mouvements de jeunesse. C'est là qu'on a pris la décision justement de créer un mouvement de jeunesse où se trouvent au sein de ce mouvement des non-religieux, des Olim, des enfants de deuxième génération de Chosrim de Betchouva. Et justement, je pense qu'il y a une parallèle entre ces enfants qui viennent de familles qui ont fait Teshuvah, qui quittent un monde qui était un monde non-religieux, à ces Olim qui quittent un pays où ils ont grandi, qui viennent en Israël. Je pense qu'il y a une parallèle des choses et c'est par cette parallèle. Vous faites un parallèle entre les enfants des Chosrim Betchouva et les enfants des migrants. Tout à fait. Ouais, il y a une paire de repères comme ça, communeux. Tout à fait. On a été éduqués sur deux mondes différents et on arrive au sein d'écoles d'une société où justement on ne se retrouve pas. Alors comment vous faites pour mixer justement ces gens dans cette société très parcellisée, on va dire, en Israël, où voilà, des enfants qui sont de milieux différents tout simplement. Vous faites quoi comme activité pour les fédérer? Alors on a mis tout d'abord en place un programme qui a été agréé par le ministère de l'Éducation qui donne justement un répondant sur le point principal sur lequel on travaille, c'est le respect de l'autrui. Et on arrive justement à attirer des enfants qui viennent de familles religieuses en leur donnant des explications par les paroles de nos sages, Pirkei Avot, le Talmud, etc., la Torah. Et en parallèle à ça, à des enfants qui viennent de familles non religieuses par des explications philosophiques, une philosophie juive ou non. Et justement, c'est cette synchronisation des choses qui arrive à faire passer ce message qui par la suite se transforme aussi en activité. Ce qu'on appelle du bilti formali, du non formel, justement faire passer ce programme à des actes qui sont des sorties, voire sortir dans le Golan, aller à Aléom à côté de Ashdod, d'expliquer justement par la suite cette approche qu'on a en face de Tzahal, que veut dire Aléom. C'est un mouvement sioniste évidemment. On est ouvert à tout. On est entre autres aussi sioniste. Je pense que la majorité des Olim de France sont sionistes. Je le suis aussi. On se cache derrière rien. On est là, on vit en Israël, mais tout en parallèle, comme je le répète, et c'est ce qui est cher à mes yeux, c'est de garder justement ces valeurs culturelles. Ok, alors vous avez parlé de découvertes, de Tioulim, de voyage, mais je crois qu'il y a aussi un programme au niveau du contenu assez particulier parce que vous étudiez la pensée juive, les Pirkei Avot, mais vous étudiez aussi des philosophes non juifs, par exemple. Tout à fait. Pour leur donner quoi? On a justement un programme qui sort tous les trimestres, où se trouve à l'intérieur justement donc le rakaz, le madrir du SNIF se trouve et étudie justement ce fascicule, enfin ce fascicule, c'est presque un livre qui est séparé d'ailleurs par des âges. On a trois tranches d'âge où se trouve à l'intérieur justement tout le programme, qui soit religieux ou non religieux. C'est de là justement qu'il tire ces idées pour pouvoir attirer ces adolescents, parler, de faire des débats ouverts qui sont à mes yeux magnifiques. Quand on a un enfant religieux et un enfant qui n'est pas religieux, ils arrivent justement à avoir de réfléchir différemment, avoir grandi sur d'autres notions. Ils arrivent, on arrive à avoir un échange tout en ayant un respect de l'autre. Ok, c'est ça qui vous plaît. Voilà, tout à fait. Alors, ça paraît assez incroyable quand même, parce que vous travaillez donc dans ce monde aussi de l'éducation informelle, où vous mixez les gens, les populations, vous avez un parcours où vous venez d'endroits tout à fait différents, et vous avez choisi un parti qui a quand même une image assez fermée, assez exclusif. Je pense notamment à la Moatzet HaChachamim, qui connaît pas tellement bien les Français, il faut dire la vérité, et qui doit avoir du mal à comprendre les problématiques des Juifs de France. Alors, comment vous faites pour tirer votre épingle du jeu et pour être, à l'aise sans vous trahir, hein, puisque apparemment ça vous tient à cœur, cette intégration de gens tellement différents? Je vais vous dire. Je pense d'abord que le parti chasse justement à cette Moetzet HaChachamim, mais je pense que c'est ce qui était important à mes yeux, c'est d'avoir un parti qui, en fin de compte,
après avoir pris en compte toutes les choses qui sont là sur le terrain, de venir chez nos rabbinim et de leur demander justement la vision au niveau de la Torah et qu'est-ce que la Torah pense sur ces choses-là. Donc ça, c'est un peu, on va dire, c'est l'imminence grise halachique, pour ceux qui ne connaissent pas, du chasse. Voilà, c'est eux qui prennent les décisions, pour que ce soit conforme à la halakha. Le Rav Chacham Cohen, le fils du Rav Yosef, le Rav David Yosef, le Rav Elbaz, le Rav Maya. Alors comment vous faites? Alors justement, on a mis en place, par l'intermédiaire du Rav Avraham Deri et du ministre de l'Intérieur, le Rav Aryeh Deri, une Moetzet Chachamim, si on veut, une fédération de rabbins francophones au sein de 160 rabbins franco-israéliens qui exercent aujourd'hui en Israël ou compte des communautés, et 40 rabbins qui exercent aujourd'hui en France, pour pouvoir justement donner cette couleur à Shas, qui va devoir prendre des décisions comme, par exemple, je vous donne un exemple concret, ouvrir une école qui n'existe pas aujourd'hui, où il y a une école peut-être qui existe, qui se trouve à Ashdod, qui s'appelle Yavne, qui a été construite dans ce concept de pouvoir donner à un élève un niveau de chol élevé qui puisse l'amener au bac, par la suite à la fac, à la yeshiva ou à l'armée. Donc aujourd'hui, on peut, grâce à cette fédération de tous les rabbins francophones, il est bien vu d'être médecin et très religieux, haredi. C'est possible. Tout à fait. La personne qui va... C'est pas tout à fait ce que prône la Moetzet Chachamim de Shas en hébreu, quoi, on va dire. Tout à fait, mais il faut comprendre que le parti de Shas a été créé au départ par le Rav Yosef pour pouvoir justement ramener ce qu'on appelle la Ham Shebasadot, donc ces personnes traditionnalistes qui étaient peut-être eux-mêmes ou leurs grands-parents rabbins ou religieux au Maroc, en Tunisie, en Algérie, et en arrivant en Israël, ont justement perdu ses repères et ses valeurs culturelles. Et c'était la raison pour laquelle Shas a été fondée à l'époque. Donc vous êtes en train de nous dire que le renouveau de Shas, se fait un peu grâce à cette fédération de tous les rabbins francophones que vous avez créée. Ça a été créé quand? Ça a été créé il y a de là maintenant bientôt 2 mois. D'accord. Il préside le grand rabbin de Marseille, le Rav Ohana, qui est à ce jour le président justement de cette fondation. Il se trouve à l'intérieur le fils du rabbin Sitruk, le Rav Yaakov Sitruk, le Rav David Hanania Pinto, et encore 2 grands. Je ne peux pas toutes les citer, on en parle de 160. Pourquoi avoir adjoint des rabbins qui sont en France? Vous auriez pu mettre dans cette fédération uniquement des rabbins francophones, mais qui vivent déjà en Israël. On a besoin justement, je pense, de cette synchronisation entre ces rabbins qui se trouvent dans les communautés de France, où aujourd'hui, malheureusement, et je l'ai vécu à Toulouse quand j'ai exercé à l'école Otsara Torah, on arrive en septembre et on demande, cette famille, elle a fait l'Aliyah. C'est-à-dire que le Olé aujourd'hui, avant de monter en Israël, ne mêle pas justement les rabbins, les chefs de communauté, pour qu'ils puissent étudier ensemble leur parcours, leur Aliyah, la préparer. Une Aliyah, c'est une décision personnelle. C'est-à-dire que vous il faut qu'elle soit préparée. Aujourd'hui, il y a une préparation technique, mais ça manque de préparation spirituelle, c'est ce que vous êtes en train de me dire? Pas que, c'est-à-dire je pense que même au niveau de la préparation technique, à part les shlichim de la Sornout, qui sont là, vrais, mais qui ne connaissent pas d'une manière personnelle les familles. Lorsque l'on prend un rabbin d'une communauté qui va faire partie d'une fédération, qui va être là pour prendre des décisions au niveau des établissements, au niveau des communautés, au niveau de l'emploi, et qui va être mêlé à part entière au problème de la Aliyah en Israël, va pouvoir préparer cette personne qui est membre de la communauté à préparer la Aliyah d'une manière spirituelle et matérielle. D'accord. Est-ce que, par exemple, des questions essentielles aujourd'hui, des questions du monde que les gens se posent, eh bien, vous allez en débattre au sein de cette fédération? Par exemple, je parle de l'homosexualité, la gestation pour autrui, les mères porteuses. Il y a des tas de questions dont on attend peut-être des réponses juives. Est-ce que c'est aussi le but de cette fédération? Tout à fait. Je pense qu'on ne peut pas trouver mieux que le parti Shas, justement, qui a pris cette Moetzet Chachamim pour pouvoir justement prendre des décisions gouvernementales sur des sujets halachiques qui sont critiques, qui peuvent amener par la suite justement à la disparition halachique du peuple d'Israël, dans la mesure où on ne prend pas les bonnes décisions sur certains carrefours.
Qu'est-ce que vous gardez de ces années d'Alia? Vous êtes arrivé en 1996, jeune homme, vous avez fait votre parcours, vous êtes reparti en Chilkrout, vous vivez aujourd'hui ici à Jérusalem, enfin tout à côté. Qu'est-ce que vous gardez? Quelle est l'image la plus forte que vous avez en vous? Est-ce que c'est ce coup de fil d'Ariadéry? Est-ce que c'est quelque chose de plus personnel? Non, je pense que l'image la plus forte a été justement le jour où j'ai décidé de rejoindre la Fondation Wolfson et de faire quelque chose de concret pour les Olim de France. Je suis un homme de terrain avant d'être un homme politique. Et c'est là justement que je me revois. C'est-à-dire que je suis là pour essayer d'améliorer l'intégration des Olim de France par des projets qui ont été mis en place auparavant par du philanthrope, etc., comme j'ai dit auparavant. Mais je pense qu'aujourd'hui, on va avoir le mérite de faire un changement au niveau gouvernemental. Il y a énormément de candidats dans plusieurs listes électorales et mon souhait serait justement que le plus de candidats francophones puissent rentrer à la Knesset pour pouvoir justement arriver à amener un vrai changement et arriver à donner le besoin des Olim. Bon, en tout cas, apparemment, la ville de Sarcelles est un bon cru, parce que je crois, et même l'école Haute-Zaratora de Sarcelles, parce que je crois que vous avez un homologue, on va dire ça comme ça. Hein. Je pense à Yom Tov Kalfon, qui est dans la liste Yamin. Qui prie à la Griba, là voilà. on prie aussi. Vous priez ensemble à la Griba? Voilà, la liste Yamin Dakradash qui est pareil, voilà, sur la liste. On verra qui de vous va être élu. On vous souhaite en tout cas bonne chance. Espérons les deux. À tous, espérons les deux, voilà. À bientôt en tout cas, et merci. Merci à vous. Pour ce parcours intéressant. À bientôt. Bonne journée. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.